Bonjour, je suis Arnaud Morel, le président fondateur de l'association contre la discrimination canine. Lors de mon précédent diaporama, nous avons vu la période juvénile avec tout le panel de postures qui font la richesse du monde de la communication des chiens, les conséquences d'un défaut de sociabilisation, la puberté et ses poussées d'hormones, et les effets du vieillissement sur le chien. En tant que cynologue, éducateur et dresseur canin, je vous conseille le référentiel pour les vétérinaires comportementalistes du professeur Isabelle Vieira, qui m'a permis de vous faire ce diaporama. Nous allons voir aujourd'hui la socialité chez le chien. Et comme nous l'avons vu, le chien est une espèce sociale, et l'expression de la socialité du chien se retrouve dans l'ensemble des interactions avec ses conspécifiques. La situation de dépendance à l'humain impose de décrire une socialité du chien comme socialité subie, par opposition à une sociabilité choisie dans la nature à l'état sauvage, par exemple pour les loups. Donc, étudier le comportement social du chien sous-entend de l'observer dans un milieu où vivent plusieurs chiens ensemble. Le comportement social du chien est indissociable, bien sûr, de son milieu de vie. Il faut garder à l'esprit que c'est l'humain qui impose le milieu de vie du chien, qui lui donne ses ressources, qui lui impose son espace vital, et s'il y en a, qui lui impose ses congénères. Quand nous parlons de ressources, nous faisons appel, bien sûr, à la notion de besoin éthologique. Ainsi, si nous utilisons la pyramide de Maslow en se gardant de tout anthropomorphisme, nous pouvons avoir une hiérarchisation des besoins du chien comme suit. Comme pour nous, le premier besoin est le besoin physiologique. Respirer, manger, boire, éliminer, dormir et se dépenser. Vous voyez que j'ai mis entre parenthèses accessoirement se reproduire, car là, pour les chiens, uniquement les éleveurs et les professionnels en ont la charge. La seconde marche de notre pyramide est le besoin de sécurité. Alors bien sûr, pour les chiens, il faut un environnement stable, un lieu de repos serein. N'oublions pas que les chiens sont une race nidicole, une espèce nidicole. Il leur faut de la confiance, du confort, un espace vital suffisant, et être bien sûr avec ses humains. La troisième marche, ce sont les besoins sociaux et d'appartenance. Donc c'est l'importance des interactions avec ses congénères, la familiarisation avec les humains, sa famille, un lien d'attachement, la capacité de communiquer, créer des liens et appartenir à un groupe, découvrir et bien sûr rencontrer. Pour la quatrième marche, on peut mettre le besoin d'estime. C'est un besoin de relations sans dominance et sans contrainte, la confiance et le respect, des relations sur le long terme, l'écoute et la compréhension. Et au sommet de cette pyramide, nous avons le besoin cognitif, besoin d'utilité et d'activité et d'épanouissement de s'accomplir. Et il faut respecter, bien sûr, les races pour le travail utilitaire. Il faut avoir de la coopération, de la complicité, de la participation, de l'exploration, du pistage, du jeu, des promenades, du sport, de l'agility, l'éducation par renforcement positif, du développement sensoriel, partager les jouets, et toujours pour le chien avoir le choix. Voyons un peu maintenant cette notion de socialité. Le chien fait partie des animaux qui, spontanément, vont rechercher à se regrouper. Mais regroupement, tout comme domestique, ne veut pas dire socialité. Certaines espèces animales domestiques sont des espèces solitaires, par exemple les chats. Nous avons aussi d'autres espèces non sociales qui produisent des regroupements de type grégaire, ce qui veut dire qu'il existe une attraction et une tolérance envers les congénères sans que chacun ait un rôle dans le groupe. Ce regroupement grégaire s'opère le plus souvent autour de ressources vitales, telles que l'eau par exemple en milieu sauvage. La socialité suppose non seulement une attraction et une tolérance intraspécifique, mais plus encore une organisation et une permanence du groupe, avec une coopération entre les animaux du groupe social. Donc, les critères
qui ont été définis pour qu'une espèce soit considérée comme sociale, c'est d'abord la stabilité temporelle. Ainsi, les animaux doivent présenter une permanence du groupe dans le temps, en dépit d'une variation obligatoire et naturelle de sa composition, bien sûr, avec le temps. Le second critère défini pour qu'une espèce soit considérée comme sociale est la cohésion spatiale. Chaque animal a une place. La circulation dans l'espace de vie est organisée avec des règles et des interdits. Le troisième critère pour qu'une espèce soit considérée comme sociale est la communication et la coordination des activités. Les individus émettent entre eux des signaux selon une communication propre à l'espèce sociale organisée. Chaque individu a un rôle, avec des stratégies de groupe pour chercher des ressources, et c'est l'action collective qui est efficace. Le quatrième critère pour qu'une espèce soit considérée comme sociale est la reconnaissance des membres du groupe et la discrimination des non-membres. Il n'existe pas de communication sociale avec une autre espèce. La socialité est une notion fondamentalement intraspécifique. Par conséquent, il n'y a pas de groupe social humain-canin. Il y a une relation basée sur la familiarisation entretenue par les bénéfices en ressources. Voyons maintenant la notion de ressources. Cette notion, pour les chiens, peut être observée chez les chiens féraux. Les ressources sont les besoins éthologiques. Je précise, les chiens féraux sont des chiens qui sont retournés à l'état sauvage. Se nourrir est vital, donc la cohésion de la meute ne peut être maintenue que s'il existe une suffisance alimentaire. Dans un contexte domestique, l'humain est le pourvoyeur de l'ensemble des ressources du chien. Néanmoins, l'instinct de chasse et de prédation persiste et il peut être repéré très tôt chez le chiot. Même dans un contexte domestique, un chien peut par instinct chercher à protéger une ressource alimentaire d'un congénère qui tente d'y avoir accès. En deuxième, nous avons les ressources spatiales. La répartition spatiale des individus pour une espèce nidicole comme les chiens se fait en particulier pour les sites de sommeil et de repos, pour se protéger des prédateurs. Cependant, il a été remarqué que les chiens féraux, contrairement aux loups, ne protègent pas leurs petits dans le nid. Adultes, ces chiens féraux recherchent spontanément un lieu agréable dont ils puissent assurer leur sécurité et celle de leurs ressources. Par contre, dans un contexte domestique, le chien ne choisit pas son domaine et même sans clôture, son site de surveillance se situe devant la maison, fournisseuse de toutes les ressources. Voyons maintenant, en troisième, les ressources sociales et relationnelles. Du fait du contrôle quasiment permanent de l'humain, le chien domestique a des aptitudes particulières à rester juvénile toute sa vie. Il faut savoir que le chien est capable de jouer quel que soit son âge. Or, le jeu est un contexte typique d'interaction amicale et pacifique, qu'il convient donc de développer pour générer des relations sociales, amicales entre les chiens, mais aussi entre les chiens et l'humain. Pour que le chien ait des bonnes relations sociales, il est indispensable de lui proposer des interactions variées et renouvelées avec des congénères connus et rencontrés de façon régulière, pour avoir justement des relations stables et bénéfiques. D'où l'intérêt, bien sûr, des clubs. Pour les quatrièmes ressources, qui sont les ressources sexuelles, on va séparer les chiens féraux et les autres. Pour les chiens féraux, peu d'études ont été menées sur l'organisation de la reproduction, et il semblerait que ce soit les plus assertifs qui se reproduisent. Pour les autres chiens, c'est l'humain qui gère la reproduction et l'élevage des chiots. Voyons maintenant l'organisation sociale et la relation sociale dyadique. La relation sociale est le résultat induit par la répétition d'interactions entre deux partenaires
au cours desquels certains types de comportements sont échangés. Chaque individu entretient une relation différente en fonction de son partenaire. Et l'organisation sociale du groupe est la résultante de cet ensemble de relations. La relation sociale dyadique ou binaire est composée de deux types de comportements échangés, les sociopositifs et les socio-négatifs. Et donc la relation sociale est définie comme le produit de ces deux composantes. Donc les premiers comportements sociopositifs, ce sont des contacts corporels affectueux, les épouillages, les embrassades, les léchages, les flairages mutuels, les jeux, les rencontres avec investigation affective du partenaire, puis détournement. Ils se traduisent par une bonne entente et des rapprochements pacifiques, sans composante agonistique. Maintenant, voyons le deuxième, les comportements socio-négatifs. Ce sont des comportements agonistiques, qui sont destinés à éloigner les protagonistes. Alors nous avons les comportements d'agression, de fuite, d'évitement, d'immobilisation ou de mise sur le dos. Spontanément, il peut exister des conflits dyadiques pour un accès à une ressource. Ces relations déterminent le degré de liberté de chaque individu dans le groupe par rapport aux ressources. Donc, ce degré de liberté est la liberté que se donne un individu de revendiquer des ressources au détriment d'un autre. Voyons maintenant le concept de dominance. Les attributs propres aux chiens, tels que la taille, la force, la vitesse, l'agilité, ne sont pas les seuls critères de dominance. Le dominant est le plus déterminé, le plus assertif, et sa position dominante sera surtout confortée par la réponse du congénère en face. Le terme de dominant n'est pas lié à une attitude ou à une posture corporelle, mais à la mise en évidence de la nature de la composante négative d'une interaction dyadique. Un chien n'est pas dominant par nature. Il présente un tempérament assertif et gagne la dominance à l'issue d'un premier conflit. L'organisation sociale, d'une façon générale, s'exprime soit de façon socio-positive, soit socio-négative. Si le socio-positif domine, les échanges sont rarement conflictuels. Si par contre, le socio-négatif domine, les échanges sont agonistiques avec une relation de subordination. En cas d'une organisation socio-négative, la relation de type dominance-subordination n'est donc qu'une partie de la relation sociale et non un principe unique et obligatoire de la relation. Il est donc faux de parler de hiérarchie, qui nécessiterait, pour exister, plusieurs critères, tous absents chez le chien. Voyons, pour justifier cette affirmation, les critères de hiérarchie. Le premier de ces critères, c'est des interactions agonistiques systématiques. Or, la majorité des chiens entretiennent des relations amicales et ludiques. Le second critère, ce sont des relations transitives pour avoir un système relationnel organisé. Or, nous savons que à T0, si un chien A domine B et que le chien B domine C, le chien A ne domine pas forcément C. Et a fortiori, si à temps plus 1, selon des circonstances, tous les rapports peuvent absolument s'inverser. Rien n'est définitif et absolu. Voyons maintenant les principes généraux de la communication sociale. La communication entre chiens est à la fois expressive et perceptive. Elle s'organise autour de la régulation des distances interindividuelles. Dans le système de communication canin s'entremêlent de véritables signes et des mouvements purement émotionnels. La communication est l'émission par un animal d'un signal envoyé à un autre animal chez qui il provoque une réponse comportementale. Un organisme équipé pour transmettre des messages dans le système est aussi équipé pour en recevoir dans le même système. Or, l'ensemble de tous les indices de la communication canine échappe souvent à l'observation des humains, qui s'empressent d'interpréter hâtivement, voire de juger ou de moraliser des échanges entre chiens.
Comprendre leur communication, c'est donc faire abstraction de notre communication. Pour bien comprendre la communication canine, il nous faut donc observer finement comment les chiens communiquent entre eux. Il existe une mosaïque d'expressions qui se superposent, et c'est à nous de nous adapter à leur communication et non pas l'inverse. Le chien communique en utilisant l'ensemble des canaux sensoriels pour échanger des informations avec ses congénères. Et c'est pour cela que l'on parle d'une communication multimodale. La communication canine repose sur l'apprentissage et nécessite une vie en groupe. Et tout ce système de communication est très progressif. La communication olfactive ou chimique repose sur l'émission de sécrétions corporelles odorantes qui peuvent être lues à distance du moment de l'émission. Les chiens peuvent communiquer entre eux, soit de façon diffuse, différée et involontaire. D'autre part, les chiens se flairent entre eux, certaines régions du corps riches en glandes sédépacées et sudopares. Voyons ces régions émettrices d'informations. En premier, nous avons le complexe facial, les glandes jugales, périorales et le conduit auditif externe. Le léchage de ces zones augure une issue souvent pacifique. En second, nous avons le complexe podal. Les glandes podales, qui sont impliquées dans les situations de stress et de peur, contenant des phéromones d'alarme. Ces sécrétions sont communément appelées sudation des coussinets plantaires, et elles sont émises lors de grattage au sol. En troisième, nous avons le complexe périnéal. Ce sont les glandes périanales ou circumanales qui sont impliquées dans la fonction sexuelle. Elles renseignent sur l'état sexuel, émotionnel et physiologique de l'émetteur. En quatrième, nous avons le complexe supracodal, les glandes supracodales qui sont impliquées aussi dans la fonction sexuelle. En cinquième, nous avons le complexe génital et les glandes du prépuce et de la vulve qui sont des phéromones sexuels impliqués aussi dans la fonction sexuelle. En 6, nous avons le complexe mammaire. Ce complexe mammaire est constitué de glandes sébacées situées dans les sillons intermammaires. Ce sont des phéromones maternels de la famille des apésines. Les apésines sont des anxiolytiques qui sont impliqués pour apaiser les chiots. En 7, nous avons le complexe urine-fécès. Ces messages chimiques sont appelés marquages. Et je tiens à signaler que la castration peut réduire ces marquages. Le chien indique ainsi son statut physiologique, réactionnel, émotionnel et sexuel. Voyons maintenant la communication auditive ou acoustique. D'une façon générale, l'émission de vocalisation est liée à une manifestation émotionnelle qui attire toujours l'attention d'un congénère et une réponse. Il est reconnu que les modulations de fréquence et les variabilités des sons sont directement liées au type d'émotion. Les sons aigus seraient produits essentiellement en situation de détresse ou d'inconfort, alors que les sons graves seraient l'apanage d'une situation interréactionnelle plutôt agressive. Les aboiements sont les vocalisations les plus courantes. Elles correspondent à un état d'alerte. Ils voient leur fréquence augmenter avec l'évolution de la domestication. Et chaque aboiement provoque un effet d'audience et se trouve renforcé par la réponse soit des humains, soit de l'aboiement de congénères en présence d'humains. Les aboiements sont aussi produits par des chiens laissés seuls en réaction à l'isolement. Voyons maintenant les gémissements, qui sont émis dès le premier jour pour attirer la lice. À l'âge adulte, le chien les émet pour attirer l'attention, souvent associée à la douleur, la peur, la détresse ou l'inconfort. Quand je parle d'inconfort, c'est le froid, la faim et l'isolement. Les vocalisations les plus structurées prennent un sens en fonction des postures associées, apprises en phase de socialisation. Pour l'hurlement, on distingue deux modalités différentes. Le ton grave, constant, synonyme d'amicalité et d'apaisement. Cela va inciter le receveur de ce signal à réduire la distance
qui le sépare de l'individu qui l'émet. Pour le ton aigu, haché et rapide, synonyme d'agressivité, là, cela va entraîner un éloignement du receveur par rapport à l'émetteur. Les grognements peuvent signifier une satisfaction lorsqu'ils sont émis au cours de jeux. Mais s'ils sont associés à une posture d'intimidation, ils constituent les prémices d'un comportement agnostique, d'une agression. Les grondements aussi peuvent être émis au cours des jeux. Mais le plus souvent, ils sont émis en situation de peur et d'autodéfense. Ce sont des signaux de menace avant une attaque. Les signaux non vocaux sont des signaux acoustiques émis par le chien involontairement en situation émotionnelle. On distingue le claquement de dents et le halètement. Le claquement de dents est émis en situation émotionnelle au cours de jeux ou lorsque le chien est très concentré sur un flairage. Le halètement, normalement pour abaisser la température, est émis en situation de forte charge émotionnelle, de peur, de stress ou d'inquiétude. Pour la communication visuelle ou posturale, on peut dire que tout mouvement, posture, mimique, allure ou autre signe visible émis sera un acte de communication visuelle. Mais attention, le polymorphisme canin, et nous savons que l'espèce canine est sans doute l'espèce animale dotée du plus grand polymorphisme racial au monde, a des conséquences sur la variabilité des postures et de leur renforcement. Par exemple, un chien qui a une frange, ses yeux ne seront pas visibles par les autres. Un chien qui a des oreilles pendantes ne peut les dresser de façon nette. Un chien au chanfrein peu ou pas marqué aura du mal à froncer le chanfrein. Et les chiens à très longue babine ne peuvent facilement les retrousser. Ou le dernier exemple que je vous donne, un chien sans queue ne peut la remuer. C'est pourquoi, d'ailleurs, au cours de la socialisation, il est recommandé de laisser un chiot fréquenter d'autres races de chiens, ne lui ressemblant pas, afin qu'il intègre leurs caractéristiques raciales visuelles. Il existe deux types de mouvements entrant dans la communication visuelle. Les mouvements émotionnels et involontaires, et les mouvements spécifiques correspondant à des productions motrices volontaires appelées mimiques et postures. Ces mouvements émotionnels involontaires sont des signaux visuels, des réactions neurovégétatives émis en situation de forte émotion. En premier, nous avons la médriase, la dilatation des pupilles. Et là, il est facile de comprendre qu'un chien qui a une frange ne pourra pas exprimer ce signal. Beaucoup plus visible, il y a la piloérection, qui est le redressement des poils sur le dos. Nous avons aussi un signal d'apaisement, le bâillement, et les tremblements musculaires. Les productions motrices volontaires sont des signaux spécifiques et nécessitant un apprentissage au cours des jeux pendant la période de sociabilisation. C'est le code social canin qui s'exprime par de nombreuses postures. Le mouvement de la queue et des oreilles. Nous avons toutes les postures corporelles qui mériteraient à elles seules un diaporama. Les mimiques faciales et les mouvements d'intention. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que ce que fait l'un des individus d'une dyade ne peut s'interpréter qu'en considérant ce que l'autre fait. Et que cette interaction s'enchaîne séquentiellement de façon graduelle selon la réponse de chacun. Pour la communication tactile, on distingue trois domaines où s'exprime cette communication. Les contacts ludiques, bien sûr, les contacts sexuels et les contacts de dominance-apaisement dans des rituels dominants-subordonnés. L'agression est un comportement agonistique qui, chez le chien, a comme unique finalité de mettre à distance le protagoniste. Le chien se montre agressif si la situation l'y oblige, selon son seuil de stimuli de déclenchement inné propre à chacun. On distingue trois comportements possibles, par peur pour son intégrité,
pour éloigner le danger. La plus courante, c'est la fuite. L'immobilisation, les postures de soumission, la demande d'armistice. Et l'agression ne vient que si et seulement si le chien ne peut pas adopter l'une des deux autres solutions. Si le chien perçoit un danger pour l'intégrité de ses ressources alimentaires, spatiales ou relationnelles, il peut montrer une certaine agressivité. En premier, il émet tout d'abord des signaux de menace et d'intimidation, en se redressant, en grognant, le cou tendu, le regard dirigé vers le protagoniste. Si l'autre continue d'approcher, il peut retrousser les babines, hérisser les poils du dos, se raidir, puis même envoyer les dents en direction du présumé voleur de nourriture. Et c'est seulement si le voleur ne recule pas qu'il peut y avoir un contact. Pour éviter les blessures, les chiens adoptent des stratégies un peu cérémonieuses et théâtrales. Le rituel de l'agression présent chez tous les chiens permet de structurer les échanges et de réguler les proximités. Et c'est le seuil de déclenchement des agressions qui définit la notion d'agressivité de chaque chien. Il faut absolument distinguer l'agression et la prédation, qui sont des comportements à finalité inverse. L'agression est un acte de communication pour mettre l'autre à distance, comme nous l'avons déjà vu. Par contre, la prédation est un comportement de chasse non ritualisé pour capturer l'autre. Le problème des morsures canines est leur prévention. Nous devons tous avoir conscience que l'agression est ancrée dans le génome du chien et qu'elle constitue une modalité de l'expression normale de ses émotions. Et par conséquent, toutes les morsures découlent toutes de la méconnaissance que l'on a du répertoire comportemental canin. Nous verrons dans le prochain diaporama la relation entre l'humain et le chien, qui est très complexe et ne doit pas être l'objet d'analyses anthropomorphiques, au risque d'augmenter justement les risques de morsure et le sentiment d'insécurité du citoyen. La prévention des morsures réside essentiellement dans une éducation intelligente, qui intègre la prise en compte du répertoire canin, du tempérament de chaque individu et de ses émotions. Elle passe par une construction relationnelle avant tout amicale et non de subordination. Et elle ne peut en aucun cas passer par des mesures exclusivement répressives en stigmatisant quelques races et en obligeant un port systématique de laisse, de muselière et en interdisant certains chiens. Lors de mon prochain diaporama, je développerai le chien et l'humain. En attendant, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.